Donc je disais que l'actualité actuellement, malheureusement, nous entraîne à pas mal de réflexions. Enfin, on voit ce qui se passe, bien entendu, en Ukraine et aussi dans les différentes démocraties européennes où il y a quand même des soubresauts et des relents qu'on a déjà entendus dans l'histoire qui surviennent actuellement. Donc on a pas mal de réflexions qui se tournent autour de la mémoire, justement, de ce que ça veut dire, effectivement, en tant que peuple européen, d'avoir toutes ces transformations et ces nouvelles influences néfastes, j'ai envie de dire, et les réactions qu'on peut avoir, et bien entendu, les liens qu'on fait. J'imagine que si vous êtes tous présents ce soir, c'est que ce sont des sujets qui vous préoccupent. On a l'immense chance d'avoir des gens extrêmement intéressants pour mener cette conversation. Alors si je peux me permettre, très rapidement, je vais vous présenter, j'espère le faire au mieux, pour commencer par Monsieur Charles Goerens, qui est député européen et engagé dans le travail autour de la mémoire. J'ai la chance de travailler avec lui d'ailleurs dans l'association des témoins de la deuxième génération qui accompagne tous les ans des étudiants à Auschwitz dans un voyage pédagogique. Ça fait la 25e année, bravo, un très bel engagement. À côté, il y a Florence Prudhomme, qui a créé l'ONG Rwanda Avenir en 2004, quand même. Avec l'aide de Michel Muller, vous avez construit la maison pour les rescapés du génocide Tutsi. Vous animez des ateliers sur la mémoire et vous avez débouché sur des publications, des cahiers de la mémoire en 2014 et en 2019. Je crois que c'est 2 éditions. Hein. Et puis on a Bruce Clark actuellement présent, qui est l'artiste qui expose actuellement au musée. Bruce est un artiste plasticien dont le travail est centré autour de la mémoire. Bruce va depuis 25 ans au Rwanda et a fait partie des personnes qui ont très rapidement parlé du génocide et qui l'ont même presque annoncé, j'ai envie de dire. Il est lié aussi par des liens familiaux à la Shoah, et il vous en parlera sûrement. Et il a initié le Jardin de la Mémoire à Kigali, qui a été inauguré cette année. Bravo, là aussi, très récemment. Bon, il manque Frédéric Naudufour, qui va arriver un tout petit peu plus tard, qui travaille actuellement à la région Grand Est, et à la DRAC Est. Elle est anciennement directrice du Centre européen des résistants déportés, qui est situé juste contre l'ancien camp de concentration du Natzweiler Struthof. Elle a grandi au Burundi et donc elle a été très rapidement dans sa vie confrontée aux différents tourments de la région, on va dire. J'en dis pas plus. On va donc aborder bien entendu la thématique du génocide et on va parler aussi de la mémoire ce soir. Je pense qu'on a avec nous des personnes qui sont très impliquées et surtout qui connaissent extrêmement bien le sujet, donc on va les écouter. Si vous voulez bien, je vais vous demander à chacun de présenter vos centres d'intérêt et votre action, ce que vous faites. Madame, si vous voulez bien, enfin, si tu veux bien. Je sais pas comment. Bonsoir. Celles et ceux qui ont connu le génocide, celui de la Shoah, celui des Tutsis, celui qui s'est déroulé à Srebrenica, qui l'ont vu et vécu, en parlent, racontent ou se taisent, se souviennent. Leurs récits multiformes et très centrés écrivent l'histoire du génocide, l'histoire des génocides. Ils en sont la mémoire, notre mémoire commune des temps présents. Je suis venue au Rwanda en 2004, après avoir entendu le docteur Nasson Munyandamutsa et Esther Mujawayo au cours de la 20e commémoration. Tous deux déployaient un dévouement illimité à l'écoute des rescapés. C'est toujours le cas pour Esther. Le docteur Nasson n'est plus là, hélas, paix à son âme. Avec leur accompagnement solide et confiant, j'ai rencontré à Kigali une centaine de veuves rescapées qui vivent à Kimironko. Ma question, au départ, n'était autre que comment apaiser leur souffrance psychique, comment soulager leur peine, essuyer leurs pleurs, calmer leurs cauchemars incessants. Elles vivaient côte à côte dans de petites maisons semblables, construites par l'Association des veuves du génocide, la Vega, avec l'appui du FARGE, le Fonds d'appui aux rescapés du génocide.
Isolées les unes des autres, légitimement méfiantes dans bien des cas, et persécutées par leurs souvenirs, elles ressassaient une même misère qu'elles peinaient à partager. Avec elles, nous avons d'abord construit une maison qui, au fil des années, a permis de rompre leur isolement psychique et social. À défaut d'être familiale, cette maison que nous avons appelée la maison de quartier leur est devenue familière et accueillante. Mais, après l'ère du génocide et des frayeurs, le lien de confiance ne se reconstruit pas facilement. Lors des commémorations dans le stade Amahoro à Kigali, beaucoup s'effondraient en entendant les témoignages quand le stade était empli de cris et de pleurs. Ailleurs, dans d'autres circonstances, tout à coup, certaines parlaient très vite et très fort, par saccades. Avec Michel Muller, ma collègue, durant plusieurs années, nous avons entendu leurs récits du génocide, les horreurs, les froids, la chasse à l'homme. J'étais animée par le souhait de recueillir leurs récits et j'ai pris conscience qu'elles voulaient le faire entendre à travers moi. En 2014, c'est la naissance de l'atelier de mémoire. Le trauma est la blessure inscrite dans la psyché, à l'équivalent des blessures inouïes inscrites sur le corps des survivants. Il est, dit Marie-Caroline Saglio, l'empreinte qui empêche toute inscription, et elle ajoute « Le témoignage met des décennies à pouvoir se tisser, le temps de sortir du silence traumatique et de rencontrer une écoute possible. » 10 ans plus tard, en 2014, les souvenirs envahissaient toujours l'espace intérieur des rescapés et les symptômes demeuraient écrasants. Nous approchions de la date de la 20e commémoration. Nous l'avons préparée ensemble à l'initiative du groupe des Grandes Mamans et certaines ont donné leur témoignage ce soir-là lors de la veillée de mémoire. Le temps de la parole partagée s'imposait et les groupes thérapeutiques avaient déjà accompli un grand pas. Lors de cette même année, nous avons proposé la création de l'atelier de mémoire qui a donné naissance à 36 cahiers de mémoire qui ont été publiés depuis. Un collectif d'auteurs rescapés s'est créé avec celles et ceux qui souhaitaient écrire leur cahier de mémoire. Un cadre d'énonciation et un contexte de réception étaient définis. Le groupe s'est réuni une fois par semaine pendant une année. Nous les avons accompagnés et ils, elles, ont été entourés par des thérapeutes et un enseignant qui ont animé les séances hebdomadaires. Les textes, parfois enregistrés, ont été traduits, transcrits, relus et questionnés jusqu'à leur publication, leur transmission. Dans cet atelier de mémoire, chacune est devenue le destinataire des autres participants. Ils échangeaient leurs écrits, en lisaient des passages au groupe. Le témoignage, le récit de vie est adressé. Le corps parle, le corps est engagé, il pleure, il tressaille, il serre la main de celle ou de celui qui est assis à côté de lui, il la serre fortement, longuement. Celle dont la main a été saisie, entre en contact avec cette empreinte qu'il voit sur le visage et le regard des rescapés et dont les mots révèlent la teneur. Les thérapeutes ont accompagné dans une grande proximité physique et psychique ces moments de mémoire et de recueillement, ainsi que les sursauts fracassants qu'ils provoquent. Vous aurez compris que ma démarche a été prioritairement d'ordre thérapeutique à l'égard des rescapés et de leur rôle de témoins de génocide. Je ne peux omettre en tout cas les responsabilités accablantes et écrasantes de la France avant, pendant et après le génocide, qui ont été indéniablement l'une de mes motivations dans le parcours que nous avons accompli au Rwanda. Merci. Est-ce que... Chat ? Oui, merci. J'ai eu l'occasion en 1997 de m'engager dans un projet de lutte contre l'oubli, contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. C'était l'année européenne qui luttait notamment contre ces trois fléaux. Et j'ai fait la connaissance du numéro 2 de l'ambassade d'Israël à Bruxelles, Emmanuel Nachshon, qui plus tard était devenu ambassadeur d'Israël à Luxembourg. Avec Pierre Schneider, on a discuté dans une première ronde de ce qu'on pourrait faire et finalement ils m'ont aidé à monter la partie financière du projet. Le projet consistait à mettre en relation des rescapés
et des jeunes lycéens. Ça fait 25 fois qu'on a été à Auschwitz avec quelques 150 élèves chaque année. Et on a 24 fois suivi la même formule. La formule qu'on a suivie les 24 premières années était la suivante. On a fait venir des rescapés. Au début, ils étaient 5. À la fin, il n'y en avait plus qu'un. Et on a conçu une visite en 2 étapes. Première étape, c'est normalement le samedi. On visite le Stammlager, donc les anciennes casernes construites par les Habsbourg, qui étaient dans la Haute-Silésie. C'était devenu au début de la guerre une prison pour délinquants. Ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc la première journée, on passe voir dans le musée toutes les horreurs qui sont encore exposées là. L'après-midi, on avait une discussion avec les survivants. Ça avait l'avantage de mettre d'abord les élèves en relation avec les faits historiques. Des guides particulièrement bien formés à cette fin assurent la partie historique, les récits. Ils expliquent sur place ce qu'il faut dire à ces jeunes. Et puis, l'après-midi, c'était toujours le tour aux rescapés de raconter ce qu'ils ont vécu. Et le lendemain, c'est la même chose, sauf qu'on visite Birkenau. C'est très différent du Stammlager. Et l'après-midi, de nouveau, une discussion. Depuis 2 ans, ce n'est plus le cas. On a dû sauter l'année 2021 2020 à cause du Covid. Et puis Paul Sobol nous a quittés. Malheureusement, c'était le dernier rescapé prêt à témoigner, venir à Auschwitz. Il est décédé à l'âge de 92-93 ans, je ne sais plus exactement. Et voilà, on a dû réinventer le projet. Les visites restent les mêmes, avec donc les explications nous fournies par les guides. Mais l'après-midi, on fait des ateliers, des workshops, comme il est convenu de dire aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'un juif. Henri Judas, par exemple, il nous raconte l'histoire de sa famille. Moi, j'ai dirigé un workshop sur le rôle de l'Europe dans la lutte contre l'antisémitisme, la xénophobie et le racisme, tout en insistant sur le fait que l'antisémitisme, c'est d'une autre qualité, que la xénophobie et le racisme, c'est pas du tout la même chose. Au contraire, il faut bien donner cette spécificité. Et voilà, je rencontre régulièrement des jeunes, ça fait quelques 3000 jeunes qui ont eu l'occasion de nous accompagner lors de ces visites. Pour la plupart, enfin pratiquement pour tous, Auschwitz est devenu un repère dans leur vie. J'ai dit à tous ceux qui ont eu l'occasion de m'accompagner à Auschwitz, si vous y allez seulement pour voir les horreurs, alors n'y allez pas. Il faut continuer à travailler sur le sujet après être rentré. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de pouvoir accueillir chaque fois des enseignants, pour la plupart des professeurs d'histoire, mais aussi des enseignants qui enseignent d'autres branches au lycée. Et puis le musée de la Résistance est bien représenté par Franck et toi. Et voilà, c'est un projet qui a une certaine originalité. Il s'inscrit dans la continuité. On réinvente le projet, comme disais-je. Et finalement, ce qui importe, c'est qu'on ouvre les yeux des jeunes devant les dangers qui guettent nos sociétés, qui impactent nos sociétés. Et je crois pouvoir dire que les cofacteurs qui ont conduit, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard, à l'élimination d'une partie de la population juive en Europe entre 1942 et 1945, les dangers qui étaient présents à l'époque n'ont pas disparu. Au contraire, certains sont devenus plus grands. Le système institutionnel aujourd'hui est différent, mais néanmoins, il faut rester alerte. Non, il faut rester hyper alerte. Donc je crois que c'est un projet qui a fait ses preuves. Le seul inconvénient de ce projet, c'est qu'on prêche à des convaincus. Donc on espère que ceux qui ont eu l'occasion de nous accompagner à Auschwitz deviennent des multiplicateurs. Ah, oui, c'est le but de l'opération. Et qu'ils relatent le message à d'autres
qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller et qui n'ont pas voulu peut-être. Mais je crois que tout le monde devrait avoir une bonne dose d'histoire et de réflexion sur la question. On dit justement dans cette phase charnière, puisqu'on a la disparition des témoins, des survivants, des témoins directs, et nous qui maintenant prenons le relais, et cette nouvelle façon de transmettre la mémoire, et comment et quel mécanisme on emploie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le passage de la mémoire à l'histoire. Je pense que Bruce, si tu veux bien. Merci. Juste avant de commencer ma présentation, je voulais juste dire que j'ai aussi participé il y a une dizaine de jours à cette visite à Auschwitz et j'ai mené un atelier et j'étais quand même impressionné par à la fois la qualité, la logistique de ce projet, les témoins de deuxième génération. Enfin, c'est un petit commentaire avant de faire ma présentation moi. Donc, comme dit Olivier, donc je suis artiste plasticien, j'expose actuellement au Musée national de la Résistance. Mon sujet de prédilection, c'est l'histoire contemporaine, la mémoire en général, et j'ai quand même travaillé, comme l'a dit Olivier, plus de 25, en fait presque 30 ans sur le Rwanda, depuis avant le génocide au Rwanda. Et c'est pour ça que Olivier a rajouté le mot que j'ai alerté. Non, je n'ai pas alerté l'opinion publique. J'ai participé avec des réseaux d'associations en France à partir de 91-92 pour alerter l'opinion publique, la presse, les décideurs politiques à ce qui allait arriver. Parce que le génocide des Tutsis au Rwanda était bien annoncé à l'avance, non pas 1, 2, 3 ans à l'avance, mais 35 ans à l'avance. Et pour petit rappel historique, la première fois qu'on a utilisé le mot génocide dans la grande presse européenne, dans le Monde en France, le Guardian en Angleterre, c'était en 1962 pour décrire la situation du Rwanda. Donc c'est Bertrand Russell, le philosophe britannique, qui a commencé à parler du génocide des Tutsis en 1962. Tout ça pour dire que ça ne nous a pas tombé des nues ce qui se passe au Rwanda. Tout ça pour dire aussi l'importance d'un travail sur la mémoire et, comme disait Charles, la construction d'une histoire, l'écriture d'une histoire après. Parce qu'il faut bien distinguer les deux choses, mémoire et histoire. La mémoire est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas l'histoire, c'est subjectif. Mémoire est subjectif. Et donc, avant de parler plus de mon travail plastique, je voulais juste parler d'un certain nombre de généralités par rapport à la thématique de ce soir, le mémoire post-génocide. Quand on parle d'un rescapé d'un génocide, que ce soit des Tutsis au Rwanda ou de la Shoah ou des Arméniens, on est dans le domaine de l'indicible, l'indescriptible. Donc déjà, le rescapé même, la personne qui s'en est sortie, n'a pas les mots pour dire ce qu'il ou elle a vécu. La mémoire d'un rescapé est à la fois très partielle. Le rescapé n'a pas une vision globale de ce que c'était qu'un génocide. Le rescapé n'a que sa propre expérience très limitée, son évasion miraculée de ce qui est arrivé à des centaines, des milliers d'autres personnes. D'où l'importance d'une construction depuis l'extérieur pour essayer de construire cette mémoire. Non pas en tant que témoin. On n'est pas ici des témoins du génocide. On est des passeurs de mémoire d'autres personnes qui ont vécu les génocides, chacun différemment ici autour de la table. Mais ça ne nous interdit pas de parler de la mémoire d'un génocide, tout simplement parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité, donc un crime contre nous. Bien sûr, on marche les heures quand on parle de la tragédie des autres et pas les nôtres. On n'est pas là pour prendre la place des autres, on est là plutôt pour faciliter la transmission d'une mémoire. Parce qu'il faut juste rappeler une chose qui constitue même du génocide, la notion du génocide, c'est qu'un génocide
contient en lui-même sa propre négation. Le rôle de l'annihilation. Bonjour, Frédéric. Frédéric Dufour. Bonsoir. Je fais juste une petite pause pour... oui, donc un génocide contient en lui-même la notion de sa propre négation, puisque l'objectif, bien sûr, des génocidaires, c'est l'annihilation, l'élimination d'une population entière. Ça fait partie de la définition même du génocide. Mais dans cette extermination de l'autre, d'une population, on essaie aussi d'exterminer, d'effacer les traces de l'autre. Et parce que s'il n'y a pas de témoin qui existe, qui peut parler de ce qui s'est passé, l'événement même ne s'est pas passé, l'événement n'a pas existé. Si on n'a pas des témoins, que ce soit des témoins de deuxième génération, comme disait Charles, ou d'autres témoins indirects, d'autres personnes qui posent des actes de mémoire pour construire pierre par pierre, étape par étape, cette mémoire perdue. Je vais juste vous citer rapidement, juste pour confirmer ce que je viens de dire, pour souligner ce que je viens de dire, ce que le colonel Bagosora, qui était ce qu'on appelle le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, ce qu'il a dit lors de son procès. Il a été condamné finalement à 35 ans après appel de prison. Les génocides, mais quel génocide? Les mots, mais quels mots? Qui se lèvent, qui viennent, qui se présentent ici devant moi, ces mots, qui se dressent, qui parlent, qui m'accusent. Parce que justement, quand il se le fait, qu'il y avait très peu de rescapés pour l'accuser. Si on parle de la Shoah, l'extermination des Juifs de l'Europe en particulier, la première étape de la Shoah, c'est une Shoah par balle. Donc, on connaît les Einsatzgruppen qui opéraient en Europe de l'Est, qui ont précédé, ces exterminations ont précédé les chambres à gaz. Les chambres à gaz étaient beaucoup plus efficaces parce qu'on faisait disparaître les traces, littéralement, on faisait descendre les traces. À partir du moment que les nazis se rendaient compte que la guerre était perdue, ils sont préoccupés un petit peu d'éliminer les traces de la première étape du génocide, le Shoah par balle. Et donc là, ils ont entamé un travail, pas eux, mais les prisonniers de guerre et d'autres prisonniers ont entamé le travail de déterrer des centaines de milliers de corps et de les brûler pour effacer les traces. Parce que ça aussi, c'est constitutif du génocide même, l'effacement des traces. Ce n'est jamais possible totalement, mais il y a toujours la tentative tout au long du génocide, que ce soit les Arméniens, que ce soit les génocides des Juifs ou les génocides des Tutsis au Rwanda. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'importance de reconstruire, aider les rescapés à reconstruire la mémoire. Les projets sur lesquels j'ai travaillé au Rwanda, c'est les projets entre guillemets artistiques. Parfois, j'ai du mal à utiliser le mot artistique et génocide ou artistique et souffrance, parce qu'il me semble que les deux choses sont contradictoires. Mais en même temps, les artistes ont une parole publique et mon travail en particulier tourne autour de l'histoire contemporaine. Et donc, si je suis confronté par une situation que je connaissais bien, les génocides des Tutsis au Rwanda, et si je m'étais dit, ben là, il y a quelque chose qui me dépasse, c'est trop grand, je ne peux pas travailler artistiquement là-dessus, ça me rend d'une certaine manière complice avec ce silence des génocidaires qui veulent ce silence, qui veulent cette négation même de l'événement. Donc d'autant plus l'importance du travail est de trouver les moyens intellectuels, l'angle d'approche artistiquement pour traiter du génocide. Je ne vais pas rentrer dans les détails des projets que j'ai menés au Rwanda, mais je vais juste donner le titre et un descriptif en 2 lignes, littéralement. Donc j'ai travaillé sur 2 projets au Rwanda en particulier. Le premier, qui était inauguré au mois de septembre, mais qui a été démarré au mois de septembre de cette année 2022, qui est démarré dans l'an 2000, juin 2000, donc il y a 22 ans.
et qui s'appelle le Jardin de la mémoire. C'était une œuvre dont j'étais le concepteur, si vous voulez, mais c'est une œuvre collective faite, créée, réalisée avec ceux les plus touchés par les génocides, c'est les rescapés et les associations qui représentaient ces rescapés. Parce que je me semblait que ce n'était pas ma place de faire une œuvre individuelle pour parler du génocide. Ce que je devais faire plutôt avec une œuvre, c'était de démarrer un processus cathartique avec ceux les plus concernés pour les aider, eux, à aller plus loin dans la construction de leur propre mémoire. Et donc, pour aller droit au but, pour faire très court, le projet Le Jardin de la mémoire consistait, dans ce premier temps, à demander à une personne, un rescapé du génocide, de poser une pierre comme acte individuel de deuil en mémoire de quelqu'un qui a disparu dans son entourage. Mais cet acte, qui était individuel, je souligne, était aussi vu, regardé, témoigné par la collectivité. Donc c'était un acte individuel qui était vu en public, donc qui s'insérait dans le mémoire public collectif de ce qui se passait. Donc on demande à une personne de poser une pierre en mémoire de quelqu'un, et puis une deuxième personne, après la première personne, toujours de la même manière, collectivement vue par la communauté, vue en présence de la communauté, et une troisième personne, une quatrième personne, etc. Et l'objectif était de constituer un jardin d'1 million de pierres, pour visualiser à la fois le nombre, mais surtout pour créer un processus à long terme, un processus cathartique, pour amorcer un deuil éventuellement. Mais c'était presque le processus qui était plus important que le résultat final. Et c'était ma première contribution à la reconstruction des mémoires au Rwanda. J'en parle avec plus de détails peut-être tout à l'heure. Et le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé s'appelait Les Hommes debout. Là, c'était beaucoup plus pictural. Je suis peintre, peut-être avant toute autre chose, avant de devenir sculpteur et de pratiquer d'autres disciplines artistiques. Et Les Hommes debout a commencé en 2014, le 20e commémoration du génocide des Tutsis, où on m'a demandé de trouver des images pour représenter le 20e commémoration. Et là, en tant qu'artiste, on se dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on peint, qu'est-ce qu'on montre au public. Je ne suis pas là pour montrer les horreurs, je suis là plutôt pour créer des images qui incitent à réfléchir. Et donc, le point de départ pour le 20e commémoration, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est que le Rwanda 20 ans après les génocides ? Bon, c'est un pays qui se reconstruit très bien, collectivement. C'est un pays où les individus se construisent tant bien que mal, individuellement, après le génocide. C'est un pays où le projet génocidaire n'est pas réussi puisque les gens sont debout. Les gens sont dignes et debout. Et c'est ça qui, dans la contradiction au génocidaire même, parce que si, face au génocidaire, le peuple peut rester digne et debout, ça veut dire que le projet génocidaire n'a pas réussi. Donc le projet était tout simplement de peindre ou de représenter avec d'autres supports, à grande échelle, les images, les hommes, les femmes, les enfants debout, 5, 6, 7, 8 mètres dans les lieux publics, à la fois au Rwanda, mais aussi dans d'autres pays. C'est un projet qui a été montré dans une quinzaine de pays, dans une trentaine d'expositions à travers l'Europe, mais aussi en Afrique, au Canada. Et c'est un projet pour dire aussi, le génocide des Tutsis au Rwanda n'est pas une question juste pour les Rwandais, c'est un crime contre l'humanité, donc c'est un crime contre nous tous, et qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre histoire, et qu'on doit en tenir compte dans le récit, notre propre récit historique.
Et voilà, je reprendrai peut-être, j'étais un peu long, je reprendrai peut-être d'autres questions sur ces projets plus tard. Merci. Frédéric, est-ce que tu veux bien nous parler de ton travail? J'ai pris la liberté de te présenter en ton absence, mais voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors d'abord, excusez mon retard. J'y pensais en écoutant Bruce Clark. En fait, c'est un accident de personne sur la voie ferrée, et finalement c'est un euphémisme terrible pour dire que quelqu'un s'est suicidé sur la voie ferrée. Et je me dis, c'est quand même très étrange de venir ici parler de tous ces morts et d'avoir été bloqué sur la route à mon tour par un autre être humain qui a voulu mourir. Voilà. Et ça me ramène au Rwanda, ou plutôt au Burundi, puisque c'est l'endroit où je suis née. Et c'est vrai que je suis née, mais je l'ai appris beaucoup plus tard, au moment où se jouait un drame dans ce pays-là, puisque de manière assez symétrique à ce qui se passe au Rwanda, il y a eu aussi des phénomènes de guerre interethnique et des phénomènes génocidaires au Burundi. Et l'année de ma naissance, c'était d'ailleurs les Hutus qui ont été victimes d'un très grand massacre de la part des Tutsis, puisque c'est un jeu, alors sans proportion avec le génocide de 1994. Mais malgré tout, je pense que voilà, j'ai commencé ma vie très étrangement avec les morts. Je suis née en plus le jour de la fête des morts, enfin bref. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'histoire, et j'ai donc pris la direction en 2011 du Centre européen du résistant déporté, qui est situé sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler en Alsace, qui est donc en France le seul camp de concentration. C'était un territoire annexé de fait comme le Luxembourg, mais en France, il n'y a pas d'autres lieux comparables. Et c'est un lieu d'une particulière cruauté, puisque c'est aussi la seule chambre à gaz sur le territoire français, chambre à gaz expérimentale, hein, pas une chambre à gaz d'extermination, mais une chambre à gaz où ont tout de même péri un certain nombre de gens, dont 86 juifs, tués par le directeur de l'Institut d'anatomie de l'Université du Reich à Strasbourg, qui voulait créer une collection de squelettes pour prouver l'existence d'une race juive. Donc on est vraiment dans le crime absolu, dans la négation complète de l'humanité, avec cette particularité que c'est un petit camp, c'est un petit nombre de morts, 86 juifs sur 6 millions, mais l'exemplarité, la brutalité, la signification du crime veut dire beaucoup de choses et s'inscrit vraiment dans l'histoire de la Shoah. Donc mon travail a été de faire vivre ce lieu de mémoire qui reçoit 200 000 visiteurs par an, et surtout de me demander ce que l'on en fait, parce que depuis 1945, c'est un lieu que la France a décidé de préserver. Au début, ce sont d'ailleurs les rescapés eux-mêmes, hein, les rescapés français eux-mêmes qui sont mobilisés pour cela. Et puis l'État, de manière tout à fait intéressante, a pris le relais à partir de la fin des années 40 pour classer le site au monument historique, donc le préserver, et puis pour l'organiser, aussi pour le modifier beaucoup, parce qu'il y a des choses qui ont été changées, détruites, arrangées, aménagées. Il y a des monuments qui ont été construits, donc le lieu ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et on se retrouve face à ce paradoxe d'un lieu de mémoire, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça en France, mais qui ne donne plus à voir, qui ne peut plus donner à voir ce qu'était cette réalité, qui est maintenant à la fois indicible et intouchable. Et je cite souvent cette rescapée d'Auschwitz, Ginette Kolinka, qui disait « Rien ne pourra jamais permettre à quiconque de savoir ce que c'était ». Et c'est bien là-dessus que l'on bute, parce que c'est très compliqué pour nos jeunes générations de comprendre ce que ça a pu être. Alors les bâtiments, les lieux de mémoire, ça aide. Il y a une expérience physique qui se produit quand on est dans ce genre de lieu, mais c'est certainement insuffisant. Et c'est pour ça que je trouve la démarche artistique si intéressante, parce qu'elle peut susciter des réflexions. Donc mon travail a consisté à faire vivre ce lieu et aussi à essayer de le sortir de sa, de sa francitude, non, mais de son côté très
très hexagonale sur le plan mémoriel, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui a été construite par l'État français, je vous l'ai dit, mais à la mode française, c'est-à-dire pendant des décennies, ce que la France a voulu mettre en valeur de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'engagement résistant. C'était à la fois la volonté du général de Gaulle, qui a occupé un grand rôle après la guerre et pendant la guerre, mais aussi des communistes qui se présentaient comme le parti des 75 000 fusillés. Et donc on a vraiment mis en avant cette mémoire résistante, je dirais jusqu'aux années 70-80, et c'est cette mémoire-là qui est prédominante quand vous allez visiter un lieu comme le camp de Natzweiler. Or, c'est une mémoire qui est, pour Natzweiler, une mémoire tronquée, puisque les Français étaient très peu nombreux dans le camp, finalement, c'était essentiellement des Polonais, des Russes, et les résistants, bien sûr, étaient très nombreux, mais ils n'étaient pas les seuls dans ce camp. Je vous ai parlé des Juifs, il y avait aussi des Tziganes, il y avait énormément de droits communs allemands, il y avait des asociaux, il y avait des homosexuels, des témoins de Jéhovah, et donc on a un prisme qui s'est fait sur le Struthof, sur Natzweiler, qui a un peu déformé cette mémoire. Et donc mon travail, enfin pas que à moi, mais ça a été un petit peu de rééquilibrer cette vision, de donner une place aux autres mémoires, mais tout ça est très banal, c'est des choses auxquelles on a assisté dans l'historiographie, dans les autres lieux de mémoire en Europe, donc de faire une place à cette mémoire juive, de faire en sorte que cette chambre à gaz devienne un lieu où on explique les choses, parce que jusqu'à présent, les gens, ils entraient dans le bâtiment de la chambre à gaz, et puis ils en ressortaient, ils n'avaient pas davantage compris ce qui s'était passé. Donc là, le 25 novembre, vous voyez, une exposition permanente va être inaugurée dans le bâtiment de la chambre à gaz. C'est un projet que j'avais initié à l'époque, donc je suis très contente que ça aboutisse. Et la deuxième façon dont j'ai essayé d'ouvrir ce lieu, c'est vraiment que son nom, le Centre européen de résistants déportés, d'ailleurs chaque mot est important, c'est résistant déporté. Donc vous voyez qu'encore une fois, ça a été créé en 2005, mais on insiste sur ce côté résistant, mais quand même on a rajouté le mot européen. Et j'ai essayé vraiment de donner à cette dimension européenne une vraie réalité en renforçant toute la coopération avec l'Allemagne, puisqu'il se trouve que c'est un camp avec ses camps annexes qui est situé sur les deux rives du Rhin. Il y a 50 camps annexes de Natzweiler, dont la plupart sont en Allemagne actuelle, et puis où il y avait énormément de déportés allemands. Donc ce travail franco-allemand a été tout à fait salvateur en ce sens. Les Allemands ont une autre façon de faire mémoire, si l'on peut dire. Et puis, on a obtenu ensemble, avec les Allemands, avec un dossier transnational, le label du patrimoine européen. C'était le premier camp de concentration en Europe qui obtenait ce label, donc c'était un grand motif de fierté. Et donc, je continue à travailler sur cette thématique de Natzweiler, et je crois que je me suis aussi dirigée dans une autre direction, puisque je viens d'écrire un roman qui porte sur le camp de Natzweiler, et parce que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire la mémoire, mais qu'il y en a plusieurs. Il y a effectivement l'entretien et la compréhension de ces lieux, mais la fiction, tout comme l'art, à mon avis, joue un rôle extrêmement important, parce qu'il attire, et je le vois avec les lecteurs, un autre public, et il dit les choses d'une autre façon, qui est peut-être plus subliminale, en même temps très brutale également et très, très réelle. Mais finalement, je me demande si la fiction n'est pas aussi un excellent moyen de faire comprendre ce qui est tellement incompréhensible, c'est-à-dire cette violence barbare en plein milieu du XXe siècle. Donc voilà, je pense que j'ai oublié de dire beaucoup de choses, mais en gros, voilà le travail que j'ai fait pendant une dizaine d'années et que je continue à faire maintenant de manière différente. Merci. En fait, c'est très intéressant parce que Frédéric vient de dire des choses qui ouvrent la conversation sur la suite, c'est-à-dire, tu as parlé en fait du public qui vient, et du coup, on se pose des questions dans la transmission de la mémoire de à qui cela s'adresse et comment est-ce qu'on identifie les personnes sur lesquelles on aimerait que notre travail et que notre discours se porte. Là, on a véritablement
une partie de la population, quand on parle du mot génocide, qui pense immédiatement à la Shoah, et une autre partie de la population qui va penser à d'autres choses, parce qu'en fonction du lieu géographique dans lequel on vit et de l'environnement dans lequel on évolue, on va faire des associations qui sont très différentes. Non seulement ça, mais l'histoire est vécue différemment en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc forcément, on a une lecture différente. Dans ces lieux de mémoire ou dans le travail qu'on accomplit, le travail artistique ou le travail de Charles, par exemple, avec les jeunes, on doit trouver des formulations, on doit trouver des façons de présenter cette mémoire et de la faire évoluer au sein de ces groupes. Là, c'est une question qui est ouverte à vous quatre. Quelles sont vos réflexions et quels sont les principes qui vont vous guider justement en fonction du groupe en face duquel vous êtes pour la transmettre et la faire résonner d'une certaine façon. Qui veut s'y jeter? Qui veut essayer? Moi, je veux annoncer, je veux dire des banalités d'une certaine manière. Je pense qu'il faut inventer des nouvelles choses, parce que comme disait Frédéric, la littérature... Bon, une petite anecdote avant de commencer, parce que quand j'ai commencé à travailler sur les génocides des Tutsis au Rwanda, même si j'étais passionné d'histoire, je me sentais illégitime par rapport au sujet, puisque je n'étais pas historien, ni journaliste, ni expert. Je le suis devenu, entre guillemets, dans le sens que depuis 30 ans, je lis beaucoup dessus. Et je me suis rendu compte que les soi-disant experts ne maîtrisaient pas le sujet non plus. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas se limiter. Si on est artiste, écrivain, on a une certaine légitimité donc, voilà, de parler de ce sujet, et il faut le faire, puisque justement, il faut diversifier les moyens. Parce que malheureusement, c'est pas le grand public qui assiste à les colloques universitaires où les gens, les universités se parlent entre eux, plus ou moins, où les actes sont publiés, certes. Et donc, il y a l'exposition au musée ici, et une autre partie en Lituanie, de résonance, qui fait résonance avec l'exposition ici. Et faussement, un artiste n'est pas un scientifique, donc on ne va pas expliquer dans les détails ce que c'est passé, mais par contre, un artiste ou un écrivain, comme disait Frédéric, peut être une sorte de tremplin pour aller plus loin, peut ouvrir d'autres perspectives à d'autres publics. Et c'est ça qu'il faut faire. J'en suis convaincu, parce que quand on entend des statistiques, bon, je ne les ai pas tous en tête, mais ces gens, 25% des jeunes Français ignorent ce que c'est que le Shoah. Bon, donc on est sidéré. Oui, et si on posait la question en Asie, on aurait encore un pourcentage différent. C'est ça, oui. Où justement il y a une certaine distance qui existe. Oui, et je veux dire, quand je prends le cas de ton travail et que je vois les tableaux d'incendie, donc de destruction totale par le feu qui et le sens même du terme holocauste, je pense que tu trouves justement une façon de parler à un panel qui est plus large que des gens qui ne seraient que concernés par la Shoah, par exemple. Donc c'est le genre d'artifice, je pense, que tu emploies. Oui, et donc je pense que d'autres disciplines, ça ouvre à d'autres publics, et en particulier, il faut s'ouvrir aux jeunes, mais bon, là, ça rejoint le travail de... Peut-être à Charles d'en parler, justement. Écoute, je fréquente un milieu qui est composé de 27 nations différentes, tous les jours. Et quand j'aborde le thème de la Shoah, et notamment l'unicité de la Shoah, à laquelle je crois et que je défends bec et ongle, je ne trouve que des contradictions de la part des collègues qui viennent des pays de l'Est, notamment des républiques baltes. Pour eux, la guerre était terrible pour tout le monde. Ils ont une mémoire plus récente de ce qui s'est passé après la guerre. L'après-guerre n'était pas la même pour tout le monde, tandis que la guerre était la même pour tout le monde. Mais ils ont une perception qui fait peser davantage l'après-guerre dans leur conscience, dans leur mémoire, que ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. S'y ajoute l'embarras de mes collègues polonais, qui est d'ailleurs très bien révélé par le film de Lanzmann, La Shoah. On voit bien l'embarras dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont interrogés sur leur passé,
sur ce qui est passé avec les maisons des Juifs qui ont été gazés à Auschwitz. Ceux avec lesquels j'ai le moins de problèmes pour m'entendre sur une lecture commune de la Shoah, c'est avec les Allemands. Et je précise avec les Allemands des anciens Länder. Les Allemands des nouveaux Länder, donc la partie orientale de l'Allemagne actuelle. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et ne parlons pas des Autrichiens qui ont à peine commencé à travailler sur leur passé. Donc ceux qui ont travaillé le plus sur la Shoah sont ceux avec lesquels je m'entends le mieux, parce qu'ils n'ont pas de tabou pour ce qui concerne l'histoire. Ils acceptent le travail des historiens. Et bon, c'est un pays qui a beaucoup à se faire pardonner, mais les citoyens contemporains, ils sont très conscients de la responsabilité qu'ils ont assumée face à cela. Deuxième chose, ce qu'il faut faire, c'est quand même essayer de redresser un peu la conscience historique à l'Est. J'ai reçu la visite il y a une dizaine d'années d'un ancien ministre israélien de la Justice, Yossi Beilin, qui est aussi un activiste de la paix qui travaille avec les Palestiniens, qui fait des projets. Il dit, ça ne sert à rien, on les enfouit dans un tiroir, un jour il y aura un nouveau Camp David, alors on sortira nos solutions que nous avons préconisées. Alors lui, il a dit, j'ai un projet, je voudrais réhabiliter les cimetières dans la partie orientale du continent, les cimetières juifs. Ils ont disparu, les uns ont fait place à un supermarché, les autres s'est intégré dans une exploitation agricole. Donc on va reconstruire les murs, simplement les murs, pour marquer l'emplacement des cimetières dans le temps. Et sur ça, on va greffer des projets pédagogiques, on va en parler dans les écoles, des localités concernées, et c'est ainsi qu'on arrivera à replonger les jeunes dans l'histoire d'antan. Voilà, l'antisémitisme est partout. Hannah Arendt avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. L'antisémitisme existe partout. Le seul endroit où il faut aller pour ne pas rencontrer d'antisémites, c'est sur la Lune. Voilà. Et c'est un peu ça. On lutte en permanence et on voit au Parlement européen, par exemple, il y a des nazis, il y a des négationnistes. Bon, ceux-là qui disent de façon assez dégueulasse ce qu'ils pensent, sont moins dangereux que ceux qui pratiquent l'antisémitisme suggestif. De cela, il faut se méfier. Comme Heider qui disait « J'aime les étrangers, mais je préfère les Autrichiens. » Voilà. Le mec qui est au comptoir du Café du Commerce, il comprend très vite ce qu'il a voulu exprimer par cela. Alors il y a ces subtilités qui envahissent le langage. Je ne crois plus que ce qu'avait écrit Brecht, qu'après 1945, on ne pourrait plus jamais écrire comme avant 1945. C'est pas vrai. Il y avait, je ne sais pas si vous avez assisté à cette conférence, je crois que Claude était là, le professeur Epstein était venu à la synagogue il y a une quinzaine d'années pour parler de l'antisémitisme au XXe siècle. Et il disait, moi je fais une comparaison de l'avant-guerre et de l'après-guerre sur base de critères objectifs. Je prends les résultats des partis d'extrême droite, résultats électoraux d'avant la guerre et d'après la guerre. Ce qui m'étonne, c'est qu'après la guerre, dans les années 70, 80, ces résultats des partis d'extrême droite sont plus importants que ce que récoltaient les partis d'extrême droite avant la guerre. Donc on est plein de dangers. Alors moi, je crois que ce qui importe, c'est certes le culte mémoriel dans une certaine mesure. Il faut le faire par respect des victimes, mais si ce n'est que ça, si ça se termine avec le plus jamais ça n'a aucun sens. Il faut travailler sur les dangers qui guettent nos sociétés, qui ont jalonné le processus qui finalement a mené dans les chambres à gaz. En 1933, on ne parlait pas de chambres à gaz. Et d'ailleurs, le régime hitlérien n'aurait pas osé thématiser la question. Ils ont toujours eu un habillage très mou pour parler de la solution finale qui finalement a été thématisée à la conférence de Wannsee.
mais il y a une accoutumance à la disparition des contre-pouvoirs politiques, la presse, la justice, tout ce qui garantit l'état de droit a finalement foutu le camp dans les années 30, et je crois que c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Et je crois que la conscience commune des dangers qui sont là doit être développée, pour dire le moins. Voilà, la société multiculturelle aujourd'hui, elle véhicule, d'ailleurs la question est bien posée, elle véhicule des vécus différents et des analyses qui ne sont pas toujours très pertinentes, parce qu'elles sont faussées par des souvenirs personnels, des souvenirs d'une famille, des souvenirs collectifs, des souvenirs d'un État. Et je crois que les historiens et les pédagogues ont encore beaucoup de travail devant eux pour et les dire artistes. que si la guerre a été terrible pour tout le monde, il y a quand même des particularités de certaines dérives qu'il faut avoir le courage d'identifier, de thématiser, d'expliquer. Mais en fait, justement, Bruce, tout à l'heure, Florence aussi, quand vous parliez du Rwanda, toi aussi, Frédéric, en parlant du Burundi un petit peu, on se rend compte que malgré ce fameux discours du plus jamais ça, enfin cette phrase prononcée comme ça, c'est ce qui aurait voulu être un espèce de point d'arrêt, nos sociétés ne sont pas nécessairement à l'écoute ou attentives à ce qui se passe. Je pense que toi, Bruce, tu as parlé d'un certain nombre de cris d'alarme, d'annonces qui étaient faites depuis 62 par rapport au au Rwanda, et qui pourtant n'ont absolument rien arrêté. Et est-ce que là, on est confronté du coup à une espèce d'échec de la transmission de cette mémoire, ou est-ce que les parallèles qu'on essaie d'établir avec notre histoire actuelle ne fonctionnent pas quand on parle de ces événements-là? Peut-être Florence? Mon travail est très différent de mes trois collègues, et je pense que moi, par exemple, ma démarche, mon travail, c'est le recueil des mémoires. Alors, des mémoires individuelles, comme tu dis, Bruce, mais ces mémoires individuelles, c'est elles qui construisent la mémoire collective, et c'est elles aussi qui écrivent l'histoire. Et il est vrai qu'au Rwanda, les rescapés sont vivants, sont présents, et que si on rassemble, comme on l'a fait dans l'atelier de mémoire à Kigali, des personnes qui viennent du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest du Rwanda, que chacun fait son récit, on construit l'histoire, parce que le génocide, il n'a pas été le même au sud qu'au nord, par exemple. Et je trouve que je ne cherche pas un public, je pense qu'il faut le trouver, le public, comme vous le faites tous, mais bon, pour moi, le public, c'est les gens qui vont lire l'histoire écrite par les rescapés. Et donc, c'est pas exactement la même position, je crois, mais c'est d'entendre les rescapés et d'offrir un lieu qui s'appelle l'atelier de mémoire, où ils vont avoir la liberté de parler. Et le seul cadre qu'on a fixé dans l'atelier de mémoire, c'était avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide. C'est la trame que chaque rescapé auteur a suivie. Mais, par exemple, si vous prenez les cérémonies officielles ou pas officielles de commémoration au Rwanda ou ailleurs, ce qu'on demande aux rescapés, c'est de témoigner sur 94. Donc, il est complètement privé de l'avant, il est complètement privé de l'après. À partir du moment où on met les trois dimensions temporelles, le rescapé, il se reconstruit aussi. Parce que son enfance revient, et ses parents qui ont disparu, ou ses frères et sœurs, et tantes et oncles, il les retrouve dans l'avant, et ça lui redonne son assise psychique, sa place dans la transmission généalogique de sa famille. Donc c'est un peu différent, mais bon, il y a des points aussi que je trouve vraiment importants dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la question des cimetières.
Et par exemple, bon, j'étais à Thessalonique il y a peu de temps. Il y avait une nécropole juive, puisque la population juive à Thessalonique était quasiment majoritaire pendant de longues années. La nécropole, elle datait du XVe siècle. Il y avait 300 000 sépultures. La Grèce a été occupée par les Allemands. Les Allemands ont donné l'ordre de détruire la nécropole, le cimetière juif. Les tombes ont servi à construire les maisons, y compris une piscine pour les soldats allemands. Et là, ça rejoint ce que beaucoup ont évoqué de l'effacement. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler du génocide sans parler de son accompagnement par l'obsession de l'effacement. Et là, c'est pire encore dans l'exemple de la nécropole juive de Thessalonique. Il tue 500 ans d'une vie, de la mémoire des Juifs dans cette ville. C'est vraiment colossal. C'est-à-dire, bon, Vidal-Naquet a écrit un livre qui s'appelle Les assassins de la mémoire, qui parle des négationnistes, mais les négationnistes, en premier, ce sont les génocidaires, que ce soit les nazis allemands ou les génocidaires au Rwanda. Il faut effacer. Il faut effacer. Il faut tuer la mémoire du génocide et la mémoire de tout ce qui précédait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet atelier, pour que chaque personne puisse se reconstruire et reconstruire avec les autres leur mémoire, leur histoire aussi. D'ailleurs, c'est même ce que je trouve extrêmement intéressant avec vous quatre ce soir, c'est que après un génocide, on a différentes étapes, hein, le recueil de témoignages, après il y a le monument, il y a les survivants et les étapes après où on arrive maintenant par rapport à la Shoah, c'est-à-dire la disparition des témoins directs. Donc en fait, je pense que votre travail, enfin ton travail, Florence, il est essentiel dans la mémoire, même si tu le réduis qu'à une collecte de témoignages, mais c'est une transmission qui est essentielle pour le futur et qui va permettre de construire d'autres étapes, les autres étapes dessus ensuite. Frédéric, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais répondre à la question que tu as posée sur est-ce que finalement on n'est pas dans une situation d'échec avec cette transmission ? Puisqu'on a évoqué, Charles a évoqué tout à l'heure la stagnation ou même l'augmentation des actes d'antisémitisme qu'on remarque en France, dans d'autres pays, et un antisémitisme qui se nourrit à de nouvelles sources, non plus les sources traditionnelles, mais aussi les facteurs géopolitiques. Donc on a l'impression de ne pas s'en sortir. Et c'est vrai que les jours où je suis un peu pessimiste, je me dis mais à quoi bon faire tout ce travail de mémoire ? À quoi bon aller enseigner à des dizaines de milliers d'élèves si c'est pour obtenir ce résultat ? Mais en même temps, je suis absolument convaincue de la nécessité de faire ce travail, d'une part, du fait que sans doute ce serait encore bien pire si on ne le faisait pas, du fait aussi qu'on constate chez les jeunes, parce que je n'aime pas cette tendance de critiquer toujours les jeunes en disant qu'ils ne s'intéressent plus à rien, qu'ils sont insouciants ou que ça ne les intéresse pas. C'est faux. Et il y a quand même tout un tas de groupes de jeunes qui se mobilisent pour cette mémoire, qui viennent faire des chantiers d'archéologie, qui viennent donner un coup de main, qui font des travaux universitaires sur les sujets. Donc au moins on entretient et on transmet. Et j'ai donc également apprécié ce qu'a dit Charles vous avez dit je ne m'entends qu'avec ceux qui connaissent le mieux l'histoire de la Shoah. Et je pense que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que dans tout le travail, avec quelque public que ce soit comme vous ce soir des adultes avertis, que ce soit des jeunes lycéens, que ce soit des publics empêchés. Je me rappelle avoir guidé des gens qui étaient emprisonnés, puis qui ont une autorisation pour visiter le camp de concentration. Avec tous les publics auxquels on a affaire, il faut être solide sur les bases historiques, il faut être irréprochable sur le plan de la connaissance, parce que c'est ça qui fait notre crédibilité. Nous n'avons pas vécu cette période, nous ne l'avons pas connue. Je me suis déjà fait reprocher par quelqu'un lors d'un colloque, mais comment pouvez-vous parler de ça, vous qui n'avez même jamais eu faim pendant la guerre ?
Bien sûr, mais simplement, on a la connaissance. Et on ne peut toucher les gens que s'ils sentent qu'on leur apporte quelque chose qui est bien sous-pesé, qui est équilibré. Et j'aime cette expression de Paul Ricoeur qui parle non pas de devoir de mémoire, expression que Simone Veil détestait elle aussi, qui parle de juste mémoire. Et je pense que notre travail, c'est d'être juste et de montrer la complexité et de dire qu'on ne peut pas tout connaître et qu'il y a des endroits, il y a des angles morts dans toute cette histoire, mais qui ne doivent pas donner prise à la négation ou au révisionnisme. Voilà, l'histoire, elle continue à s'écrire. Et je pense que pour amener les jeunes à cette transmission, il faut les rendre actifs de cette mémoire. Il faut éviter le cours magistral, il faut les mettre en action pédagogique, il faut leur faire réaliser des projets, il faut leur faire réaliser des œuvres d'art sur la mémoire, il faut les amener à rencontrer des témoins, même s'il n'y en a plus beaucoup, chaque rencontre reste un moment unique dans leur vie, et les rendre acteurs de cette transmission. Je vais juste rajouter quelque chose rapidement par rapport à quelque chose que Charles a évoqué tout à l'heure, c'est les mots. Il y a un écrivain allemand, Klemperer, juif allemand, qui a vécu en Allemagne pendant la montée du nazisme et pendant la guerre, qui n'a pas été tué pendant la guerre, il a vécu chez lui, d'une certaine manière, même avec beaucoup de privations, et il a écrit un journal qui analysait les mots utilisés par les nazis. Et les changements sémantiques, les euphémismes qui rentraient en jeu pour petit à petit banaliser ce qui se passait, pour pouvoir laisser passer certaines choses qui auraient été inacceptables à d'autres moments avant. Et voilà, il a tracé entre 1933 et 1945 l'usage des mots en allemand, les mots que les nazis utilisaient et la transformation de sens. Une autre petite remarque par rapport aux mots, parce qu'il y a eu des études comparatives qui ont été faites par rapport aux 3 génocides du XXe siècle, même si, bon, peut-être il y en a d'autres, mais disons le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis au Rwanda, qui sont les 3 génocides reconnus officiellement par les Nations Unies. Je ne rentre pas dans le débat sur les autres. Et dans ces études, on a trouvé qu'il y a eu le même type de vocabulaire utilisé dès 1915 par les Turcs vis-à-vis des Arméniens. Les mots qui les déshumanisaient, qui les transformaient en insectes, en nuisibles, parasites, enfin des parasites nuisibles. La vermine. Pardon ? La vermine. Oui, la vermine. Et aussi, l'acte de tuer quelqu'un est devenu non pas une tuerie, un meurtre, c'était le travail. Donc, petit peu, l'usage des mots peut mettre à ce qu'un certain nombre de choses se passent qui n'auraient pas pu être acceptables à d'autres moments. Si on avait utilisé les vrais mots pour les choses qu'on faisait. Et donc, tout ça juste pour dire qu'il faut être très vigilant, en particulier avec les mots, mais en particulier les jeunes, et l'usage des mots qu'on leur donne. Il faut être très critique et très vigilant par rapport aux mots utilisés dans la presse, dans les médias en général, qui peuvent aussi mener à une banalisation de certaines choses qui sont inacceptables. Et je vais juste terminer avec une petite remarque par rapport à un écrivain, un sociologue américain qui s'appelle Overton, et il a théorisé ce que vous disiez tout à l'heure, cette notion des mots qui changent de sens. Et donc, Overton, il a créé le concept de fenêtre, une fenêtre d'Overton. Et donc, grosso modo, on a une fenêtre, et à l'intérieur de cette fenêtre, on a un certain nombre de mots qu'on utilise qui sont acceptables pour tout le monde. On est plus ou moins consensuel sur le sens de ces mots-là. Mais de temps en temps, sur les extrêmes, en particulier l'extrême droite, essaie de jeter d'autres mots dans cette fenêtre pour élargir un petit peu l'espace de cette fenêtre.
Et ça peut être l'exemple très banal, ça peut être Marine Le Pen, ou plutôt son père, Jean-Marie Le Pen, qui banalise les fours crématoires. Il jette ça dans une interview à la télé. A priori, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas accepté, mais parfois, il y a un mot qui glisse dans une sorte d'usage commun qui devient tout d'un coup acceptable, donc qui élargit petit cette fenêtre. Et plus cette fenêtre s'élargit, plus difficile c'est de fermer cette fenêtre de nouveau. Et donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux mots. Et donc pour terminer, justement, oui, il faut travailler sur les mots qu'on utilise, les mots qu'on lit, il faut toujours être hyper critique par rapport à ça. Sinon, des choses peuvent se passer qui ne sont pas acceptables. J'ajoute juste une chose, c'est que, à contrario de cette euphémisation, de cette apparition de mots qui transforment la réalité, on a aussi de la part de l'extrême droite un refus d'admettre sa propre réalité. Par exemple, en France, aujourd'hui, il est quasiment impossible de dire à un élu du Rassemblement national qu'il est de l'extrême droite. Si un journaliste dit ça, immédiatement, il se fait interrompre par le membre du Rassemblement national qui dit non, vous ne pouvez pas dire que je suis d'extrême droite. Au Conseil régional du Grand Est, lorsque le président, en séance plénière, parle d'extrême droite, les membres du Rassemblement national demandent une interruption de séance. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette volonté de, justement, alors là, de gommer, d'atténuer, de dédiaboliser leurs idées, alors même qu'ils ont participé à introduire dans le vocabulaire et dans la pensée publique une grande violence. On se rappelle de cette phrase de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, détail de l'histoire, ou de Darquier de Pellepoix disant qu'à Auschwitz on a gazé, et du rafour crématoire, et qu'à Auschwitz on a gazé que les poux. Donc voilà, ils ont introduit cette banalisation extrêmement violente, et en même temps pour eux-mêmes ils refusent qu'on leur accole la réalité de ce qu'ils sont. Alors ces salauds, je les rencontre tous les jours au Parlement européen. Ils n'ont aucun complexe. Et justement, en fait, ça nous amène un petit peu à la fin de cette discussion. Après, on va ouvrir la discussion aux questions peut-être. C'est justement les signes avant-coureurs. Le problème qu'on a dans notre société à l'heure actuelle, c'est que on le voit bien, on a des démocraties qui sont vraiment terriblement menacées en ce moment, y compris dans des nations où on ne s'y attendait pas forcément, en tout cas pendant assez longtemps. Et on a un certain nombre de signes précurseurs de graves dangers, des choses qui ont été ignorées au nom de la reconstruction dans les années 30 en Allemagne, en tout cas, de la reconstruction de la vie économique, et puis pour des tonnes de raisons. Moi, je pense souvent en ce moment à cette phrase que tu as dit, Bruce, où tu dis qu'au moment où le génocide se produisait au Rwanda, la presse européenne publiait plus jamais ça, parce que c'était les 50 ans du débarquement du 6 juin 44. En fait, on est vraiment à cette limite à l'heure actuelle, et on a une jeunesse qu'on doit absolument former, qu'on doit confronter à tous ces mécanismes. Et en fait, voilà, ma question, c'était un peu l'ouverture, c'est un peu par rapport à ton travail, Florence, de collecte de témoignages, confrontés aux signes avant-coureurs actuels. Comment est-ce qu'on établit ce lien? Comment est-ce qu'on les met les uns en face des autres pour illustrer le danger qui nous guette, quoi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives, par exemple en France, comme celle que vous avez conduite, de la part des professeurs d'histoire et géographie, qui ont une association assez énorme et qui développe beaucoup de voyages à Auschwitz ou ailleurs, et qui travaille beaucoup aussi sur le génocide des Tutsis. Sur leur site qui s'appelle l'Association des profs d'histoire géo. Et d'art plastique. Hein? Et d'art plastique. Je connais des profs d'art plastique qui sont très impliqués aussi. Oui, mais enfin bon, les profs d'histoire surtout sont très actifs en France. Et par exemple, je vais juste vous lire, il y avait cette année, donc le 7 avril, dans ce qui s'appelle le Jardin de la Mémoire à Paris,
une commémoration, comme tous les ans. Et là, il y avait une classe de seconde du lycée Diderot qui avait préparé, ils étaient un petit groupe et chacun avait préparé un texte et ils ont travaillé pendant 1 an avec leur prof et avec la documentaliste. Et il y a une jeune fille, Myriam, qui a écrit un petit texte que je vais vous lire parce que je l'ai trouvé très beau. Ça s'appelle « Nos voix ». Nous sommes soulagés parce que vous avez échappé à la mort. Vous l'avez esquivé. Vous êtes des rescapés, mais pas que. Vous êtes plein de vie. Vous nous montrez une leçon de vie. Vous avez voulu vivre comme ceux qui ont été massacrés. Vous êtes dans une nouvelle histoire, celle que vous écrivez. Résistance pour lutter, résistance pour survivre, parce qu'il fallait se battre. Résistance pour se défendre, résistance face aux vagues de haine. Exister pour nous rencontrer, pour témoigner et transmettre votre parole. Merci à vous, Valence, Anita et Franck, pour nous avoir accompagnés et tracé un chemin pour nous. Je pense que c'est une belle rencontre. Oui, oui. Et ce sont que des jeunes. Et il y a beaucoup, enfin, chaque année, presque à chaque commémoration, il y a un groupe de différents lycées parisiens qui viennent. Et en province aussi, je crois. Enfin, je pense qu'il faut compter sur eux. Moi, je crois qu'on ne peut pas aborder la mémoire post-génocide si on ne connaît pas les étapes du pré-génocide. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la lecture du livre « Le génocide qu'on aurait pu éviter ». C'est un livre sur le génocide des Tutsis. Et ça me rappelle d'abord une réunion de la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen, c'était en 95 ou 96, je ne sais plus exactement. J'étais assis à côté de Leo Tindemans, l'ancien Premier ministre belge, grand humaniste, qui hurlait après avoir entendu une question posée à un responsable de la Commission, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un système de préalerte? Alors il disait, préalerte pourquoi? On sait ce qui s'y passe. Tout le monde savait ce qui s'y passe. Et j'ajouterai un autre texte, une autre citation, c'est celle du général Dallaire, qui était le représentant des Nations Unies au Rwanda, qui disait « Je viens d'être informé par Jean-Pierre, l'informateur des Interamwe, qui me dit qu'il était en charge du recensement de tous les Tutsis qui vivent à Kigali. » Et il ajoute, dans une lettre qu'il adresse à Washington et à New York, donc à la Maison-Blanche et aux Nations Unies, et je présume que c'est en vue de leur extermination. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut juste préciser les dates, c'est janvier 1994, Jean-Pierre, donc 3 mois avant le génocide. Oui. Moi, je crois que le fait qu'on n'a pas vu venir ça, même des gouvernements très respectables d'États membres de l'Union européenne ne l'ont pas vu venir. C'est un échec parce qu'on n'a pas fait la vraie lecture de l'histoire. Auschwitz a été un accident et un emblème du XXe siècle. Et ça fait partie des dérives qui rentrent dans la typologie des crimes d'État. Sans un État parfaitement organisé, sans une segmentation des responsabilités à l'intérieur de laquelle chacun dit « moi je m'occupe de mon segment », sans se rendre compte de l'impact de ce que j'ai fait sur le reste. Et puis les moyens puissants de propagande. Ces 3 éléments-là, conjugués, peuvent faciliter l'avènement d'un génocide. Donc c'était le cas en Allemagne, État parfaitement organisé. La Pologne était plus antisémite que l'Allemagne, mais là, il n'y a eu que, passez-moi l'expression, que des pogroms, alors qu'en Allemagne, on a eu le vrai crime d'État. Il y a encore eu des pogroms contre les Juifs après la libération du camp d'Auschwitz. Alors, au Rwanda, pour l'Afrique, c'était un État très bien organisé. La segmentation des responsabilités, on le sait, quelqu'un était occupé au fichage des populations, Jean-Pierre notamment, et un autre signe précurseur, c'était les évêques de l'Université catholique de Louvain qui étaient responsables de l'identification des Tutsis, parce qu'avant on ne savait pas qui était un Tutsi et qui était Hutu.
C'est eux qui étaient responsables de cette classification de la population. Alors si vous rassemblez tous ces éléments, je dis qu'on aurait peut-être pu éviter le génocide des Tutsis si on avait fait la vraie lecture de l'histoire et si on avait tiré les enseignements. De mon point de vue, c'est un grand échec. On aurait pu venir ça si on avait cette grille de lecture d'une situation donnée. Alors ça, c'est très XXe siècle. Et ce danger n'a pas disparu. Ce danger est encore aujourd'hui très présent. Et l'identification de masse, ça se fait très rapidement. Toutes les données que nous mettons sur les réseaux sociaux, ça facilite le travail de la catégorisation d'une partie de la population. Ce qui nous met peut-être un peu à l'abri de ça, c'est que on a quand même des institutions qui fonctionnent mieux que par le passé, mais c'est loin d'être une garantie. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Quand on voit le peu d'États que font encore certains dirigeants des pays soi-disant démocrates, de la démocratie, du respect des contre-pouvoirs, je dirais, nous ne sommes pas à l'abri du danger. Bien au contraire, il faut rester hyper alerte. Et je crois qu'il faut commencer à thématiser davantage les étapes précurseurs d'un génocide, tout en respectant, bien entendu, la mémoire des victimes. Mais la meilleure façon d'aborder ce problème, c'est d'éviter des victimes futures. Donc limiter le culte mémoriel aux victimes qui ont été éliminées pendant les années sombres des années 30 et 40 et pendant les années 90 en Afrique. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce dont tu parles, me pose des questions de distance géographique. Parce qu'à partir de quelle est la distance à laquelle on peut étendre cette préoccupation? Moi, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et je pense aux Ouïghours et ce qui se passe actuellement dans cette région du monde. Et il y a quand même un certain nombre de signes qui ont été relevés, malgré toutes les précautions qui sont prises par l'État qui est actuellement impliqué dedans. On sait qu'il se passe des choses qui sont... Enfin, je veux dire, la société internationale est quand même au courant que quelque chose est en train de se passer. La dernière fois qu'on avait cette conversation avec Bruce disait, je crois que c'est toi qui disais qu'on va qualifier de génocide un acte accompli. C'est pas ni avant ni pendant, c'est après. Et en fait, c'est un petit peu le danger qu'on a aujourd'hui. Je parle en particulier des Ouïghours, mais on pourrait parler encore probablement d'autres lieux. On essaye d'éduquer effectivement la population, on essaye de faire ces liens, de rappeler l'histoire en permanence, et pourtant on se heurte à quelque chose. Je suis désolé, je vais encore employer ce terme, il y a une espèce d'apathie quand il s'agit vraiment on devrait avoir une levée de bouclier très claire, très ferme et très visible, et pourtant on a peur des mots qu'on emploie, on a peur des choses que l'on dénonce. C'est dû à quoi? Puisqu'on tente quand même malgré tout de réveiller les gens avec tous les travaux qui sont entrepris. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En une phrase, moi ce que je veux, c'est qu'on tire les enseignements de l'histoire et qu'on les partage avec d'autres, parce que les dangers risquent d'être partout les mêmes. Nous sommes un monde qui est marqué par la globalisation. Les systèmes de production, les systèmes de gouvernance vont se rassembler finalement et ils vont relater les dangers qui peuvent mener au pire si on n'y prend pas garde. Tu voulais parler? Oui, je te laisse parler. Je pense qu'on est, en fait, on est victime de notre pauvre condition d'humain, c'est-à-dire que chaque être humain vit à l'échelle de sa propre vie, il essaye de la vivre au mieux, de la réussir, et il lui est difficile d'envisager le pire, tout simplement. C'est comme il nous est difficile à nous, être finis, d'envisager l'infini, c'est exactement la même chose. Et comme cette histoire de génocide, elle vient de très loin, on a parlé du génocide des Arméniens, on aurait pu parler des Héréros, et surtout on aurait pu évoquer le rôle du 19e siècle et de la science dans la désignation des races, dans la catégorisation, mot que vous avez employé, et dans la création d'une inégalité entre soi-disant races. Tout ça, ça vient de très loin, et on pourrait remonter jusqu'à l'esclavage, qui, justement, la justification par la race a permis de justifier l'esclavage qui avait un but économique. Donc tout ça remonte à très loin, et il y a une sorte d'incapacité ou de manque de volonté de montrer les mécanismes qui relient toutes ces forces dans l'histoire. Et par conséquent, alors même qu'on a sous les yeux
Mais c'est écrit noir sur blanc ce qui est en train de se passer. C'est que la violence, elle est sous-jacente, elle existe dans certains pays. On a cité les Ouïghours, on a l'antisémitisme qui est là, on a tout sous les yeux. Et pourtant, effectivement, il y a cette apathie, peut-être ce refus de voir, de se dire non, c'est terminé, ça ne va pas recommencer. Et c'est contre ça qu'il faut précisément lutter, mais c'est très difficile. Et pourtant, on y consacre tous les 4 notre vie. On n'est pas les seuls. En fait, je voudrais remplacer le mot apathie avec complicité. Parce que, comme disait Charles, on est alerté. Les gouvernements sont alertés. Je ne parle pas de l'opinion publique, pas forcément, mais que ce soit le Rwanda, que ce soit même le Shoah, les services de renseignement avaient toutes les informations. Et ils n'ont pas voulu agir sur ces informations. Donc, pour moi, ce n'est pas une apathie, c'est une complicité. Donc, je vais parler un peu plus fort parce que le frigo s'est mis en route. Et donc, oui, les situations se répètent. Et le vrai problème, c'est comment alerter l'opinion publique à ce qui se passe et comment transmettre les informations qui sont détenues par les décideurs politiques, par les gouvernements qui savent. Parce que quand on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1994, les pays étaient mal informés. Certes, par rapport au génocide, quelle action prendre, mais ils étaient mal informés exprès. C'est la France et la Belgique, les deux pays, les deux grands acteurs dans le génocide des Tutsis, qui se sont présentés comme experts de cette région, qui ont informé les autres membres du Conseil de sécurité. Il y a des interviews avec l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande et l'ambassadeur de la République tchèque, données 2 ou 3 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Et des interviews filmées qui sont disponibles. Et dans ces interviews, les 2 ambassadeurs disent la même chose, c'est filmé séparément. Ils disent, nous, Nouvelle-Zélande, République tchèque, on ne connaît absolument pas du tout cette région. Donc on est allé parler avec les gens qui connaissaient cette région. Qu'est-ce qu'on fait, quelle action prendre au Conseil de sécurité. Donc on est allé parler avec les Français, avec les Belges. Tous les 2, ils nous ont dit, il n'y a rien à faire, c'est une guerre interethnique, il faut juste se retirer, il faut sauver nos hommes, les casques bleus. Et donc là, ce n'était pas une apathie. C'était une complicité du génocide qu'on voyait en direct. Et donc, le problème, c'est que les signes avant-coureurs sont toujours là et on n'agit pas, ou disons, les gouvernements n'agissent pas sur ces signes avant-coureurs.